Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Très Bon Point. Bienvenue à Temps d'arrêt. Épisode 136, médecine du sport, Jeux olympiques et encadrement médical des athlètes de haute performance avec Suzanne Leclerc, MD. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous. Mon intention avec Temps d'arrêt, c'est de déconstruire tout ce qui touche à l'art et la science du coaching. Je m'intéresse à ça parce que ma mission est de créer une expérience sportive positive pour toutes les personnes francophones en maximisant les bienfaits du coaching. Avec Temps d'arrêt, je contribue à cette mission en questionnant le statu quo, en discutant avec des personnes expertes du sport et en partageant les dernières avancées scientifiques du travail des autres ou du mien. Au quotidien, je contribue également à cette mission comme professeur en kinésiologie à l'Université du Québec en Outaouais, en menant des recherches sur le coaching, le sport et le développement professionnel. Si tu viens de découvrir Temps d'arrêt avec Coach Frank, abonne-toi et évalue le podcast sur ta plateforme préférée. Pour nos fidèles auditeurs et auditrices, suivez-nous sur les médias sociaux, @CoachFrankPhD dans un mot et partagez avec vos amis. Ça prend 5 secondes et ça va contribuer à ton développement ainsi que celui de notre système sportif. Pour l'épisode d'aujourd'hui, mon invité est Suzanne Leclerc, MD. Docteur Suzanne Leclerc, médecin du sport depuis plus de 25 ans, a été directrice médicale de l'Institut national du sport du Québec de 2011 à 2025. Elle a accompagné les athlètes canadiens lors de nombreux événements internationaux, dont plusieurs Jeux olympiques et panaméricains, occupant notamment le rôle de médecin-chef aux Jeux de Paris 2024. Engagée dans la recherche, elle se spécialise dans la prévention et la gestion des commotions cérébrales. Elle est cofondatrice et membre exécutif du Réseau francophone olympique de la recherche en médecine du sport, REFORM, reconnu par le Comité international olympique pour la prévention des blessures et la protection de la santé des athlètes. L'épisode d'aujourd'hui, pour vrai, donc si tu es un professionnel de la santé qui est impliqué dans le sport, ça va clairement être pour toi parce qu'on touche, oui, à l'encadrement médical, particulièrement le rôle des médecins, mais on parle également de la collaboration interdisciplinaire. On va parler un peu de à quoi ça va ressembler dans les prochaines années au niveau de la médecine du sport. On parle également de ce qui s'est passé au niveau des Jeux olympiques. C'est quoi un peu le ton de l'encadrement médical de l'équipe canadienne? Et puis, vers la fin, on touche à des questions par rapport aux commotions cérébrales. C'est quoi les conseils que Suzanne se donnerait à elle-même si elle pouvait retourner en arrière. On parle un petit peu de la formation des médecins, de l'apprentissage aussi également. Donc, si tu es un professionnel de la santé qui touche au sport, ça va être pour toi. Et puis, si tu touches à l'encadrement plus médical des athlètes dans le contexte de la haute performance, ça va clairement être pour toi. Je te dirais du niveau universitaire jusqu'au niveau olympique en passant par les sports professionnels. Je pense que ça va répondre à ta curiosité. Ceci étant dit, cet épisode est présenté par Très Bon Point, une équipe avec les pieds sur le terrain et la tête dans les bouquins qui offre à la communauté sportive de l'accompagnement individuel, des ateliers de groupe et de la recherche appliquée à leurs enjeux. Là-dessus, tout le monde, je vous souhaite un bon podcast. J'ai envie de dire que la médecine du sport, c'est une super belle profession. Ah ouais, pourquoi? J'ai toujours dit que pour moi, c'est le volet de la médecine, je dirais, qui demeure une médecine jeune parce qu'elle est toujours en évolution, parce que c'est une section de la médecine, mais qui doit évoluer tellement vite si on veut suivre nos athlètes, accompagner nos athlètes, que ce soit au niveau technologie, compréhension du mouvement, analyse. C'est un peu vrai partout en médecine, mais je te dirais, j'ai toujours trouvé que la médecine du sport avait pour moi, cette stimulation intellectuelle et ce devoir de toujours être à l'affût des nouveautés, puis il y en a tout le temps. Puis, qu'est-ce que tu veux dire? As-tu des exemples à donner peut-être de nouveautés comme? Tu sais, je dis souvent, comment on suit nos athlètes aujourd'hui en 2025. C'est pas comme ça que je les suivais en 2018, là, dans le sens que j'ai beaucoup plus de technologie pour m'appuyer. On est beaucoup plus fin dans la mesure du geste, dans l'analyse, de la biomécanique. Au niveau physiologie, il y a des choses qu'on comprend, qu'on comprenait pas ou qu'on savait pas trop avant. Donc, vraiment dans tous les domaines, c'est notre intervention et notre investigation. On a des outils d'investigation plus précis. Je reviens, moi j'ai gradué, le CT scan apparaissait, là, on était tout énervés parce qu'on était le premier hôpital à en avoir un.
Maintenant, on a la résonance, l'arthrorésonance, et on a même au niveau cérébral, des IRM fonctionnels qui évaluent le cerveau pendant qu'il y a une fonction. Donc, c'est tout ce développement-là, cette finesse-là. Puis je dirais, au niveau mesure, je regarde tout ce qui se fait au niveau des athlètes chez nous. À l'Institut, on a des données sur tout. On mesure leur sommeil, on mesure leur récupération, on suit tout leur plan d'entraînement. On est capable de suivre l'impact de ça, de mesurer l'évolution. On a des DEXA qui peuvent nous permettre de mieux voir le gain de masse musculaire pure. Donc, tout ça évolue, quant à moi, à vitesse grand V. Oui, vraiment. Puis là, ça m'amène à 2 questions principales. La première chose que je vais dire, c'est Suzanne, bienvenue à Temps d'arrêt. Merci de prendre du temps là-dedans. Puis là, tu me parlais un peu de ta carrière, puis comment ça a évolué. Puis il y a 2 aspects qui m'intéressent particulièrement, comme un, le début de ta carrière, puis 2, le côté apprentissage. On va revenir pour le côté apprentissage, mais tu sais, dans ton début de carrière, comme tu dis que la médecine du sport, comme ça t'intéresse, c'est la médecine jeune, il faut tout le temps que tu te renouvelles et tout ça. Mais parle-moi donc un peu du moment où est-ce que tu as réalisé justement que tu voulais consacrer ta carrière à la médecine du sport. Bien, pour moi, comme je dis, quand moi j'ai gradué et j'ai étudié la médecine du sport, ça n'existait pas. J'ai eu notre père spirituel au Québec, c'est Dr. Pierre Béliveau, qui est un physiatre, qui était, c'est ça, c'est un peu le médecin qui a un peu guidé, orienté la médecine du sport. Et je dis toujours, j'ai eu le privilège de faire des stages avec lui pendant ma formation. Et c'est un peu lui qui a fait que, wow, c'est bien intéressant ce qu'il fait. Je ne suis pas une athlète, je ne l'ai jamais été. Je suis une fille de plein âge, j'ai toujours été quelqu'un d'actif et d'intéressé par le sport, mais je n'ai jamais eu les aptitudes qu'il fallait pour devenir une athlète. Mais je dirais, c'est vraiment mon contact avec lui qui a fait comme « Ah, j'aimerais vraiment faire ça, suivre des gens actifs, sportifs. » Donc, je te dirais, ma première inspiration, elle est là. Moi, j'ai travaillé 8 ans au Lac-Saint-Jean, où je suis allée en région. Et dès mon arrivée là-bas, j'ai commencé à m'impliquer. J'ai découvert les triathlons, j'ai été médecin-chef de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean pendant 5 ans. Donc, je suis allée chercher des formations connexes parce qu'encore là, la médecine du sport n'existait pas, mais aller améliorer mes connaissances en musculo-squelettique, aller développer cet aspect-là, lire des livres sur la physiologie du sport et couvert des événements sportifs. Donc, en région, je voyais beaucoup de sportifs parce que j'avais un intérêt. Quand le fellow de médecine du sport est apparu, je suis venue faire mon fellow. OK, intéressant. Puis ça m'amène justement à une question. Merci de faire ma job pour moi. Puis là, je vais quand même faire une correction. Tu sais, j'ai pas les aptitudes pour faire du sport. J'oserais dire que t'as peut-être pas pris le temps de les développer dans ton jeune âge ou quand t'es plus jeune, parce que on a tous des aptitudes physiques à quelque part et à gauche, à droite. Ça, c'est ma croyance personnelle. Faut juste prendre le temps de les développer puis de le faire, tu sais, adéquatement. Mais ça, c'est peut-être une autre conversation. Mais tu sais, ce que tu viens de dire là, pour moi, ça l'amène comme un sujet qui est tellement important, puis que je ne sais pas si tout le monde réalise ça, ou est-ce que, tu sais, comme médecin du sport, ben là, puis corrige-moi si c'est pas le cas, comme, faut que tu connaisses tous les systèmes du corps humain, puis l'impact que ça peut avoir sur la performance et juste la durabilité de la carrière. Puis ça veut aussi dire que les demandes au niveau de l'apprentissage sur chacun et chacune des médecins du sport, là, comme c'est incroyable à quel point comme on doit maîtriser différents sujets. Puis là, je me base sur trois collègues / amis là, dans ma vie quotidienne qui pratiquent ça un petit peu, qui sont un peu plus jeunes là, dans leur carrière là, et tout ça. Puis moi, ma question, c'est de dire comment est-ce que tu navigues tout ça, puis qu'est-ce que tu fais pour rester à jour sur tous ces différents éléments-là? Parce que d'un côté, tu vas avoir les commotions cérébrales, d'un côté, tu vas avoir l'optimisation de la performance, là, tu vas avoir les nouvelles trouvailles au niveau de la réhabilitation ou, je dirais, des blessures au niveau du ligament croisé antérieur. Puis là, je suis comme quasiment rendu aux limites de mes connaissances médicales, fait que je vais arrêter là, tu sais. Mais moi, ça m'intrigue vraiment de savoir comment est-ce que tu as fait dans les dernières années pour rester à jour sur autant de sujets différents qui sont important sur le fonctionnement de l'athlète? C'est la collaboration interdisciplinaire. Et j'ai pas d'autres parce que effectivement, il y a énormément de sujets, mais je reviendrai même un peu avant.
moi, je suis médecin de famille de formation. Et tu sais, comme médecin de famille, tu dois connaître un petit peu de tout. Tu n'es pas un spécialiste d'une affaire, mais tu dois être capable de gérer et d'apprendre. Donc, de par ma formation de médecin de famille, tu développes des moyens pour dire, OK, comment je reste à jour, comment je suis capable de savoir, suspecter telle pathologie chez mon patient. Et je pense que j'ai pris ces aptitudes-là plus spécialisées dans un champ de médecine du sport. Mais honnêtement, c'est grâce à tous mes collègues que je reste à jour. Le fait, et c'est certain que le milieu de l'Institut national du sport du Québec, de l'INS, est un milieu privilégié. Je veux dire, on a une problématique avec un athlète, je vais m'asseoir avec le physiologiste, puis là, on dit, je pense qu'il y a un problème de mouvement là-dedans. On va parler au biomécanicien, on va s'asseoir avec le physio, on va parler au coach. Donc, quant à moi, c'est cette façon-là. Et c'est pas rare que de mes collègues vont m'arriver en me dire, t'as-tu vu tel article? Là, je fais, non, c'est quoi? OK, je vais lire ça. OK, on en reparle. Puis bon, après ça, il y a tous les congrès, toutes les formations auxquelles on peut aller, mais je dirais, de base, quant à moi, c'est mes collègues qui me rendent plus intelligente, là. Intéressant. Puis, tu sais, en langage théorique d'apprentissage, il y a quelques éditeurs et éditrices ne seront pas surpris de m'entendre dire ce mot-là, mais c'est de l'apprentissage social en bout de ligne. Tu sais. Tout à Comment fait. est-ce que le réseautage, le questionnage, l'expérimentation d'idées que tu vas faire avec des collègues, ben éventuellement, ça va t'amener à parfaire tes connaissances. Puis je pense que ça, tu sais, des fois, on est tellement occupé qu'on veut enchaîner les tâches, mais tu sais, de prendre le temps, de juste dire, hey, OK, on va jaser avec le biomécanicien, avec le physiologiste, avec le physiothérapeute en charge, puis juste ça, comment est-ce que ça va nous amener à avoir une meilleure compréhension. Puis justement, comme, tu sais, avec toutes les collaborations que tu as eues, avec toutes les expériences que tu as eues dans les dernières années, comme, c'est quoi le secret d'une bonne collaboration? D'être capable d'écouter les autres, je pense, la première des choses. Et d'écouter pour essayer de comprendre, parce qu'on ne partage pas tous les mêmes avis. Mais je pense que quand on prend le temps d'écouter les gens avec qui on collabore, d'essayer de comprendre leur point de vue, ben ça permet à ce moment-là de mieux interagir, d'aller rechercher des choses. Et des fois, ils nous font voir un volet que j'avais pas vu ou un impact que j'ai pas pensé. Et là, de me questionner et d'aller refouiller plus loin et de revenir en disant non, mais il y a aussi telle chose et telle chose. Mais pour moi, le travail interdisciplinaire, c'est quelque chose auquel je crois énormément. Là. Ça a été en quelque part mon cheval de bataille constant à l'Institut d'avoir un travail collaboratif intégré. Mais c'est ça. La collaboration, pour moi, ça part avec l'écoute. Ben, j'entends écoute, j'entends aussi curiosité, j'entends Oui. aussi, tu sais, humilité, parce que en bout de ligne, c'est de dire, OK, ça se peut que la personne là, elle a un autre champ d'expertise qu'elle amène des connaissances. Puis justement, tu sais, comme tu étais allé tu sais, aux Jeux olympiques, justement, dans le dernier cycle olympique, mais tu sais, comme on parle de collaboration, puis moi, je me dis, ben, à quel point il y a de la place pour la collaboration, tu sais, durant les Jeux. C'est parce qu'à un moment donné, les choses vont vite, il faut prendre des décisions, comme à quel point il y a de la place pour ça. Ben c'est au cœur. C'est au cœur de la réussite de l'équipe médicale au jeu. Il faut, en préparation des jeux, c'est d'apprendre à connaître les gens avec qui tu vas être. Et bon, si on parle de mon rôle de médecin-chef, c'est de choisir les gens qui vont pouvoir former l'équipe. Et dans cette sélection-là, tu veux avoir une diversité. Donc, pas des gens qui ont tous le même parcours, mais des gens qui ont des parcours différents. Par exemple, si je parle des médecins, je vais vouloir avoir des médecins qui font peut-être une pratique urgence médecine du sport, d'autres qui font plus un suivi, d'autres qui font plus encore de musculo-squelettique avec l'échographie et l'utilisation d'outils diagnostiques pour aider. Et après ça, c'est de créer cette chimie-là, ou en tout cas, tu espères que tous ces gens-là vont bien s'entendre. C'est de créer cette collaboration-là parce que, comme tu le mentionnes, quand il arrive une urgence, c'est pas le temps de dire non, c'est moi qui sais mieux que l'autre quoi faire. C'est beaucoup plus le temps de dire
OK, on a telle situation. OK, moi, je peux aider là parce que j'ai de l'expertise là. Moi, je peux t'aider après ça à tel niveau et moi, je peux compléter à tel niveau. Et c'est vrai, je parle des médecins, mais c'est la même chose quand on bâtit l'équipe au niveau physiothérapeute, massothérapeute. On, on veut avoir des gens qui ont des expertises complémentaires de façon à ce que si on a un gros cas, ben, on est capable d'aller chercher la personne qui a le plus d'expertise et d'avancer. Puis ce que j'entends là-dedans, c'est qu'il doit quand même avoir une clarification des rôles et des expertises qui a été faite en amont. Puis je ne sais pas à quel point elle doit être formelle, mais c'est parce que c'est pour être capable d'arriver dans l'instant du moment, puis être capable de dire, OK, ben, là, je vais donner les noms fictifs, mes noms classiques, tu sais. OK, on a Thomas, lui, il est expert dans telle chose. Après ça, on a Valérie, il est expert dans telle chose. Ben, pour le savoir dans l'instant du moment, il faut aussi avoir pris le temps de se poser la question puis l'avoir découvert un petit peu avant, parce que c'est pas quand il y a la fracture ouverte de la cuisse qu'on peut prendre cette décision-là, par exemple. On a le temps de « Ah, ben c'est qui serait bon de savoir ça? » Non, effectivement, c'est des choses qu'on fait à l'avance. Bon, le monde du sport au Canada, c'est grand, mais c'est petit. On finit par à peu près tous se connaître sans nécessairement avoir travaillé ensemble. On connaît un peu qui sont les joueurs, donc on sait déjà un peu quelles sont les expertises de chacun. Quand on bâtit l'équipe, ben c'est pas moi toute seule qui choisit les personnes. Donc, c'est un groupe. J'ai ma physio-chef, j'ai le médecin-chef canadien, j'ai un représentant du comité olympique. Donc, on est... Tout le monde ensemble nous permet d'avoir une meilleure connaissance à peu près des candidatures qu'on a devant nous. Oui, il y a un certain guess où tu dis, OK, ben je pense que ça va tout fitter ensemble, mais on va voir. Moi, je dois avouer que l'équipe qu'on a eue à Paris, c'est une des très, très belles équipes que j'ai eues au jeu. L'esprit de collaboration, d'entraide était incroyable. Les gens étaient là parce qu'ils voulaient contribuer. Le plus gros défi qu'il faut avoir, c'est idéalement, on ne veut pas trop de gros égos. Mm-hmm. Et je dirais, à l'équipe des Jeux de Paris, on n'en avait pas. Intéressant, wow! Donc, les gens, il y avait un certain défi. On a sélectionné une équipe assez jeune qui n'avait pas nécessairement fait beaucoup de grands jeux avant. Je pense que certains étaient anxieux qu'on ait une équipe entre guillemets, jeunes, c'était quand même des médecins qui avaient tous de l'expérience, là, qui avaient voyagé avec des équipes, qui avaient couvert des événements, qui avaient participé à des mondiaux. Ils étaient qualifiés, là. C'est ce que tu dis. Oui. Clairement qu'on n'en voit pas personne qui n'est pas qualifié aux Jeux olympiques. C'est ça. Là, mais il n'y avait pas... certains d'entre eux n'avaient jamais fait de Jeux olympiques, avaient fait les Jeux du Canada, mais pas nécessairement de grands jeux. Mais pour moi, le plus important, c'est qu'on avait une équipe qui était jeune et collaboratrice. Je pense que le volet générationnel était important. C'est des gens du même âge et on sait que les plus jeunes que moi ont grandi dans le travail d'équipe, travail de collaboration, etc. Donc, je pense que ça, je crois, pouvait nous aider, mais on avait des gens qui étaient juste contents d'être là puis ils voulaient juste aider. Uh-huh. Puis ça m'amène à deux éléments. Premier qui est plus court un petit peu, ce matin, je lisais un des livres de Sonia Lupien, puis elle parle de la nouvelle génération, justement, donc les millénarios, là, donc, que je fais partie, là, et tout ça. Puis elle mentionne comment est-ce que il y a certaines études qui commencent à se pencher sur le fait que cette génération-là préfère quelque chose qui est la holacratie ou l'allocratie. Mais bref, c'est au lieu d'être une démocratie très hiérarchique ou quelque chose comme ça, c'est que c'est beaucoup plus égal, puis tout le monde est égal, puis co-décide un petit peu les directions. Donc là, il y a des contre-coups par rapport à ça, mais il y a une tendance vers ça, tu sais, ce qui me fait penser à certaines choses. Mais de l'autre côté, ce que tu mentionnais, en ce moment, je suis en train d'écrire un chapitre de livre sur le développement d'entraîneurs créatifs. Et comment est-ce que les entraîneurs déploient la créativité pour résoudre des problèmes en temps réel, parce que Dieu sait qu'il y en a des problèmes en temps réel. Puis un élément là-dedans, c'est qu'on parle comment est-ce que, tu sais, des fois, d'avoir une personne à côté de toi qui va te challenger, c'est bon. Le lien avec ce que tu viens de mentionner, c'était de dire que dans ces travaux-là, on a exploré un livre qui s'appelle Centennials. Donc, c'est les grandes organisations des 100 dernières années, puis pourquoi ils ont ça. Puis, il y a un concept fondamental qui rejoint ce que tu dis, c'est la distinction entre un stable core puis un disruptive edge.
Voulant dire que les organisations qui ont centenaire, qui ont eu du succès, ils ont clairement un centre, un noyau solide, expérimenté, qui sait comment ça fonctionne, mais elles ont tout le temps des personnes d'une différente génération, d'une certaine diversité, puis là on parle plus de diversité d'idées, de background professionnel si on veut, qui vont venir créer la disruption. Puis là, sans trop rentrer un terme qui peut être tendance, dont certainement parodie à certains moments, mais que c'est important d'avoir des personnes, puis d'avoir une distinction, puis une diversité, soit de génération, une diversité d'idées, pour qu'on ait ou de postes, ou de rôles, ou de fonctions, ou d'expérience dans l'organisation, qui va amener des idées différentes, justement pour comme challenger un peu ça. Puis c'est ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est comme, OK, il y a des personnes comme toi qui ont beaucoup d'expérience, mais on avait des jeunes aussi qui voyaient les choses un petit peu différemment, comprenaient aussi peut-être un plus, je sais pas, là c'est moi qui extrapole, là, mais peut-être plus la génération d'athlètes qui sont sur place, le fonctionnement et tout ça. Est-ce que ça rejoint un peu ce que tu essaies de dire ou comme c'est plus différent? Ben, je ne dirais pas nécessairement qui comprenait mieux la génération d'athlètes ou qui était plus près de l'âge des athlètes. Mais je pense que c'est beaucoup plus la volonté de vouloir aider. Je comprends. Donc, et aussi, autant, je dirais, moi que Mike Wilkinson, qui est notre médecin-chef canadien, je vais le dire comme ça, on n'est ni un ni l'autre des gens à gros égos qui voulaient être les chefs et vous devez m'appeler chef. On était plus, OK, on est là, on a plus de bagages, on est capable de vous guider si vous arrivez dans quelque chose, parce qu'on passe tous à travers, j'ai jamais vu ça, mais je dirais, il n'y a pas un jeu que j'ai pas fait où je n'ai pas dit, OK, j'ai jamais vu ça, qu'est-ce qu'on fait? Mais je dis toujours, on a plus d'outils dans notre boîte à outils que les gens qui n'en ont pas fait. Donc, même si on ne l'a jamais vu, on peut peut-être dire, peut-être que si j'essayais l'affaire qu'on a faite là, plus telle autre affaire qu'on avait faite dans telle autre situation, peut-être, puis justement, un jeune va dire, ouais, mais, tu sais, j'ai ça aussi. Ah, bonne idée, on pourrait ajouter ça. Fait que ça rejoint un peu ce que tu dis, mais vraiment, je dirais plus collaboratif. Là. En tout cas, je n'ai jamais perçu pendant les Jeux qu'il y avait Mike et moi, on est à peu près du même âge, et les jeunes, mais beaucoup plus, OK, on est une équipe, puis ils savaient qu'ils pouvaient venir vers nous pour discuter les cas, et on n'était pas là pour les évaluer, on était là faut juste que tout marche. Au jeu, tu veux juste que ça marche, puis tu veux juste que l'athlète performe au moment où il doit performer. Ce que j'entends, c'est une solution par agrégation d'idées, si on veut. Tu sais, comme tu agrèges un petit peu tout ce qui s'est dit autour. Puis là, tu parles de belles collaborations, puis de bons exemples de ce qui a bien fonctionné, de créativité, sans te pousser à un endroit que tu veux pas aller parce que je sais qu'il y a une confidentialité professionnelle. Est-ce qu'il y a peut-être un exemple d'une belle collaboration ou d'une belle résolution de problème que tu pourrais nous partager en lien avec ça, justement? Sans donner un exemple précis, parce que ça arrive à tous les jeux, on a toujours soit une épidémie de grippe ou de rhume ou de gastro. Donc, c'est arrivé encore au jeu, ça arrive toujours. Mais, tu sais, pour moi, ça, c'est un bel exemple. Si je prends il y a eu un peu, pas une épidémie, là, mais quelques cas de gastro au sein d'une équipe. Ben ça a été un travail collaboratif. Là. J'ai besoin de la nutritionniste qui va aller vérifier qu'est-ce qu'il y a sur site. Y a-t-il une cause, y a-t-il quelque chose là qui a causé une irritation gastro-intestinale? Ceux qui ont diarrhée ou vomissement, comment on les alimente, parce que la performance n'est pas retardée. Là. Elle ne sera pas dans une semaine, elle va être quand même dans 24-48 heures. Donc, comment on peut aider ces athlètes-là à se remettre? On s'entend, on n'a pas de traitement miracle, mais on va juste, quand je disais, jouer sur les volets. OK, on sait, pour performer, il faut tailler au moins tel apport. Donc, comment on peut concocter quelque chose pour que tu puisses le prendre, ton intestin, ton estomac peut le garder. Le médecin est là, si ça va pas, ben des fois, on a d'autres outils, que ce soit des antibiotiques dans certains cas de gastro plus importants ou si on est capable de diagnostiquer qu'il y a effectivement une bactérie, donc on peut la traiter. Et on a aussi toute l'équipe
Au jeu, maintenant, on a des équipes qui font la désinfection. Donc, on a les gens qui nettoient du comité hôte, mais nous, on a aussi notre propre équipe qui va désinfecter. Donc là, c'est que tu dis, OK, ben on les change de chambre, on les met là, tu peux-tu nettoyer, on peut revoir. Donc, je dirais, on a été, en guillemets, 3 médecins parce qu'on a travaillé à différents niveaux pour gérer l'infection. On a eu la nutritionniste, on a les gens de l'alimentation. Avec la nutritionniste a fait le contact avec les chefs locaux et on a eu les gens de désinfection chez nous. Mm-hmm. Donc, ça a l'air gros, mais tout ça s'est fait en 24-48 heures. Là, je veux dire, c'est une intervention immédiate. Ça prend une agilité en temps réel. Puis de deux, si jamais tu trouves un traitement miracle pour la gastro, je pense qu'il y a bien des parents qui vont t'écrire, puis tu vas être bombardé de questions parce que c'est la réalité de l'instant du moment dans la vie des parents de ce monde-là pour ceux et celles qui comprennent ce que je veux dire, moi inclus. Ceci étant dit, on ne rentre pas dans les détails de cette situation-là, mais est-ce qu'il y a... Là, j'ai été plus de côté positif, de bon fonctionnement, mais bon, tu as beaucoup d'expérience. Les jeux sont tout le temps pareils, mais sont tout le temps différents de ce que j'entends, du moins du côté des coachs et des athlètes. Ça reste des jeux, mais ça reste qu'il y a tout le temps des événements qu'on vit qu'on n'a jamais vécu avant. Est-ce qu'il y a une situation d'urgence ou un moment critique que tu as dû gérer pendant les jeux, que c'était une des premières fois? Puis surtout, je m'intrigue à comment est-ce que tu as peut-être surmonté ce défi-là ou cette situation-là qui était particulière, inédite? Je dirais les Jeux de Paris ont, quant à moi, été des jeux faciles est peut-être le terme trop élevé, trop intense, là. Okay. Mais je te dirais autant l'organisation du pays hôte, donc la France avait vraiment bien organisé les choses. On avait les accès avec la collaboration avec l'équipe locale était vraiment excellente. Certainement, ce qui aidait, c'est que on connaissait, j'avais déjà beaucoup de liens avec les gens de l'INSEP, l'Institut en France. Donc, une partie des médecins qui étaient là étaient déjà des médecins avec qui on avait déjà discuté, collaboré dans le passé. Donc, c'est certain que ça facilite les choses. La langue française, c'était assez facile de se faire comprendre quand on était là-bas. Donc, je dirais l'organisation sur les sites aussi était excellente. Donc, ce qu'on n'a pas toujours dans certains jeux, on a des médecins qui connaissent pas du tout la discipline et qui sont le médecin responsable du plateau de compétition. Donc, ça amène certains défis, mais j'avais pas ça. La plupart des plateaux étaient couverts. Le médecin-chef du plateau de compétition était un médecin qui déjà voyageait avec une équipe de ce sport-là, connaissait les blessures, savait comment intervenir. Il y a des jeux où je suis capable de dire ça a été un vrai défi. Et à la fin des Jeux de Paris, quand on fait toujours un débrief un peu entre nous, et quand je parlais avec Mike, je disais, c'est-tu moi ou ces jeux-là, ça a bien été? Il disait, ah non, Suzanne, c'est vrai que ça a bien été. Alors, j'ai pas d'événement, des fois on a un événement catastrophique, je dirais ce qui est arrivé à Vancouver avec, bon, je viens d'oublier le nom, la patineuse artistique, sa mère qui est décédée. C'est ça. Joanie Rochette. Voilà. Ça, c'est un événement catastrophique qu'on j'avais jamais vécu, où on a dû réagir, collaborer, intervenir. Mais je suis pas capable d'avoir un événement, je dirais, de cet ordre-là. Là. Je dirais l'événement le plus qui a marqué les jeux et qui a fait les médias, c'est le soccer féminin, mais... T'es pas responsable du drone qui a été envoyé dans les airs, c'est pas ta responsabilité. Mais je te dirais en même temps, on avait la responsabilité des athlètes parce que c'était pas facile pour l'équipe qui était là. Donc, on a envoyé du support au niveau psychologique. On s'est assuré que les gens, parce qu'ils n'étaient pas au village, ils étaient à l'extérieur. Ouais. Donc, on a eu à le gérer indirectement, mais on n'était pas impliqués dedans. Oui, tout à fait. Puis ça, je pense que des fois, puis je t'invite à clarifier si c'est le cas, mais il y a...
on se rend peut-être pas compte à quel point, justement, les médecins, ils ont quand même un rôle à jouer au niveau de l'encadrement psychologique. Fait que oui, il y a les psychologues, puis oui, il y a les consultants en performance mentale, mais tu sais que des fois, la décision de dire, OK, il n'y a pas de danger pour la santé des athlètes et ou tout ça, c'est pas le consultant en performance mentale qui doit prendre la décision. Tu sais, c'est là, puis si je m'abuse, c'est psychologue ou médecin, là, mais je suis pas sûr à quel point ça, parce que je sais que c'est le médecin qui fait le diagnostic. Mais ça, c'est important de prendre en considération. Puis je sais que des fois, comme jeunes consultants en performance mentale, ils sont pas conscients de ça. Puis c'est important d'être conscient que, tu sais, le- le- la signature ultime sur le fait qu'il n'y a pas de danger pour la vie de l'entraîneur ou il n'y a pas de danger pour la vie de l'athlète, ben ça relève plus des docteurs en psychologie ou des docteurs en médecine. Puis ça, c'est quand même important de le dire. Puis corrige-moi si c'est le cas, sinon je vais quand même enchaîner sur la prochaine question puis le prochain élément que j'ai en tête. Tu as parlé du débriefing que vous avez fait. Est-ce qu'il est formel, informel, puis combien de temps? Ah, ben, il y a plusieurs débriefings, pas juste. OK. Je te dirais, il y a celui-là qu'on fait à l'interne, au niveau de l'équipe médicale. Donc, on va rencontrer les gens, avoir le feedback de chacun. Je dirais que tous les debriefings sont d'une certaine façon formels, mais il n'y a pas nécessairement un grand rapport écrit après chaque. Donc, tu sais, autant moi comme médecin-chef que la physio-chef, on s'était assuré à la fin des Jeux de rencontrer les gens, d'avoir les pour, les contre, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qu'on pouvait faire mieux. Parce que c'est un peu ça le succès des prochains Jeux, même si c'est pas moi qui va être le médecin-chef, c'est des choses qu'on peut transmettre. Il y a un debriefing d'équipe globale qui se fait aussi, où encore là, on va aller avec des questions. Il y a des debriefings principalement par le Comité olympique canadien, qui se fait aussi auprès de chacun des sports, pour encore là avoir le pour et le contre, les points améliorés, etc. Et il y a un questionnaire qui est envoyé à tous les gens qui ont du staff, là, des jeux, pour encore là, évaluer les jeux, les points positifs, les points améliorés, etc. Intéressant. Puis ce que j'entends dans le fond, c'est plusieurs niveaux. Tu sais, quand on parle, mettons, aux théories des apprentissages organisationnels, on parle des fois, mettons, tu as les diades, tu as les équipes, tu as l'organisation. Ce que j'entends dans ce que tu as dit, c'est comme, bon, il y a plusieurs niveaux. Fait autant Ouais. d'équipe médicale jusqu'à l'équipe médicale au sens large, jusqu'à l'équipe olympique. Il y a des questionnaires également. Puis, en fait, je serais curieux, puis je trouve ça quand même intéressant parce que je pense que le débriefage, ça fait partie des apprentissages, puis tu l'as mentionné là, puis des fois on le sous-estime, puis on a tendance à le faire rapidement. Puis je serais curieux de savoir, mettons, en termes de demi-journée, là, comme tu as passé combien de demi-journées à faire du débriefing, que ce soit à analyser les données du questionnaire, à discuter avec Michael, à discuter avec plein de monde, à faire les rencontres. Ça a occupé combien de ton temps à suite au jeu? C'est une très bonne question, parce que souvent, ça se fait par morceaux. Ah, j'en doute pas. Donc, tu sais, je regarde juste à la fin, les dernières journées des Jeux, je sais pas, je devais certainement passer entre 30-45 minutes au minimum avec chaque intervenant. Juste une discussion. Nous, on a eu une rencontre d'équipe par la suite, je sais pas, quelques heures. Il y a eu les questionnaires. On a eu une autre rencontre web à ce moment-là. Encore là, je pourrais pas te dire, mais certainement une couple d'heures. Et après ça, c'est des échanges plus courriels, 2-2, où on questionne. Suite à quand le comité olympique fait une rencontre avec un sport, ben des fois, quelqu'un du comité peut revenir vers moi et dire, OK, ils nous ont parlé de ça. C'est quoi ta version? Qu'est-ce qu'il en était? À plusieurs heures, mais je serais incapable de te dire Ouais, honnêtement. mais Là. ça répond quand même à la question. C'est juste de dire des rencontres de 30-45 minutes avec certains, avec tous les intervenants, plusieurs rencontres de quelques heures, plus l'analyse des données. Tu sais, je pense que ça donne une idée quand même. Puis moi, c'est plus d'avoir une idée un peu quand même de la quantité, même si je me doute que tu comptes pas tes heures à ce niveau-là. Tu sais. Mais je pense que c'est quand même important d'avoir une idée à quel point qu'il y a un souci puis une attention qui a été donnée à ça. Parce que c'est souvent fait rapidement. Puis, tu sais, moi, plus c'est dans le milieu, mettons, des sports, je veux dire, traditionnellement professionnels. C'est comme, ben, tu sais, on a les exit interviews en dedans de 2 jours. Après ça, pouf, on flippe puis on s'en va faire autre chose. Tu sais, comme si je parle au football, au hockey puis au soccer. Mais je pense qu'il devrait y avoir comme plus d'attention qui est mis à ça avec l'ensemble des intervenants. Mais ça, c'est mon 2 cents, tu sais. Puis, tu sais, ça compte pas. Le COC fait quand même, si je me souviens bien, une rencontre
je crois, il me semble, c'est 2 jours, avec les sports, encore là en débrief. Mhm. Et eux, après ça, à l'interne, je pense qu'ils ont 1 ou 2 journées de rencontres, là, plus en détail. Ouais, Donc, tu sais, je te parlais où moi, j'ai été impliquée, mais il y a plus haut que moi où il y a encore plus de temps, là. tout Donc, à c'est fait. quelque chose d'essentiel, là. Il n'y a pas un jeu qui se fait pas sans qu'on prenne un temps de débrief et de bilan puis de constat. Et c'est un peu comme ça, je pense que c'est grâce à ça qui fait que, bon, on s'améliore de fois en fois, là. Mhm. Manqué une belle opportunité de dire un temps d'arrêt, mais ça, c'est correct, on te le Oups. pardonne par rapport à ça. Mais de façon plus sérieuse, tu sais, bon, là, on parlait quand même de l'expérience, des côtés positifs de ce qui a été joué avec l'expérience des Jeux olympiques. Là, on s'en va vers Milano Cortina, on s'en va vers Los Angeles en 2028. Où est-ce qu'on s'en va un peu dans le futur de la médecine du sport, dans l'encadrement? Qu'est-ce qui va changer le plus dans les prochaines années à tes yeux? Je sais que c'est une question qui a suscité quand même beaucoup de réflexion de ton côté, dans le sens que c'est pas une question qui est facile à répondre, mais j'étais vraiment curieux d'avoir ton avis par rapport à ça. Il y a beaucoup de questionnements au niveau des Jeux, hein. On sait que le monde se questionne sur l'avenir des Jeux olympiques avec les différents sports qui rentrent et qui sortent et je dirais les différents conflits qui n'ont pas lieu, qui n'ont pas rapport avec le sport, mais qui ont rapport avec le monde. Si on regarde au niveau de la médecine du sport comme telle, c'est une question que je trouve difficile à répondre parce que ça va vite. Je dirais l'évolution au niveau de la médecine du sport va vite. L'intégration de l'intelligence artificielle dans l'analyse des données qu'on peut collecter au niveau des athlètes, les outils, la finesse, la précision des outils qu'on utilise pour mieux documenter chacun des volets, tant biomécanique, on peut faire maintenant plus d'analyses, même au niveau d'impact physiologique, au niveau de gains musculaires. On est loin du tape qu'on mesure la largeur de la cuisse pour dire tu as gagné tant de quad, là. Mhm. On est beaucoup plus précis. Donc, pour moi, le défi va être comment on va intégrer ces nouvelles technologies-là pour continuer à aider nos athlètes à performer. Et j'ai besoin d'ajouter à performer dans la légalité. On est très légal au Canada. On est un pays reconnu, respectueux des règles antidopage et je dirais un pays propre. Donc, comment on va intégrer ça toujours en ayant le souci de on veut garder nos athlètes en santé. On n'est pas en Chine où on veut maximiser, je dirais, le potentiel d'un athlète, puis une fois que son temps est fait, on s'en occupe plus. On veut que nos athlètes soient maximum de leur performance, mais on sait qu'il y a une vie après. On veut, je dirais, de plus en plus, on se soucie de c'est quoi l'après-carrière, c'est quoi l'état physique, clinique d'un athlète après carrière. On ne veut Mhm. pas des athlètes qui sont bourrés d'arthrose à 32 ans euh, parce qu'ils ont eu trop de blessures puis qu'on a, en guillemets, peut-être mal géré. On veut de plus en plus travailler dans la prévention. Je dirais, c'est peut-être l'élément euh, le plus important. Quand je vais dans les congrès de médecine du sport, l'élément prévention est de plus en plus au cœur de nos discussions. Comment on fait pour éviter des complications ou limiter les impacts négatifs de l'entraînement à haut niveau? Mhm. Intéressant, puis ça résonne beaucoup avec ça résonne avec les commentaires de François Buzen, puis sans surprise, c'est qui est venu il y a quelques épisodes en discuter, puis dire comment est-ce qu'on veut des athlètes performants, mais de façon durable. Puis c'est là que, tu sais, la préparation physique, la médecine, la physiothérapie, tout ça, tu sais, comme ça va ensemble. Puis là, je saute bien d'autres domaines qui contribuent là-dedans. On va pas oublier le côté psychologique aussi, tout ça, mais ça va ensemble là-dedans. Tu sais, puis ça, je pense que c'est super important. Puis, tu sais, un des éléments que tu as mentionné tout à l'heure, puis que moi, je vais ajouter comme élément de réponse, c'est ce que tu viens de dire. Je pense que l'analyse des facteurs contextuels. Tu sais, où est-ce que, quand tu parlais un peu de la situation à Paris, tu parlais de la situation dans d'autres Jeux olympiques, ben, de un, confort avec la langue, tu parlais de collaboration avec l'équipe médicale, comprendre un peu l'environnement. Donc ça, je pense que ça devient important, je vous dirais, au niveau de la médecine sportive, d'être capable de comprendre comment est-ce que les facteurs contextuels vont avoir un impact sur nos opérations, puis la façon dont on va pouvoir traiter, résoudre chacune des situations.
Bien, tout à fait. Et je te dirais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail en amont des Jeux. Et Mhm. quand on va à des Jeux, le comité olympique, 2 ans d'avance, va aller faire des visites sur les sites, va aller voir les lieux. L'équipe médicale, le médecin-chef canadien va aussi faire ces visites-là pour justement, ce qu'on vise quand on arrive au jeu, c'est que les athlètes aient l'impression qu'ils sont à la maison Mhm. et que les défis que nous, on peut avoir à naviguer à travers le système, euh, qu'ils en soient le moins conscients possible. Tout à fait. Ça, c'est un défi parce que là, en France, on est encore en Occident, si on veut, donc c'est un petit peu plus simple de le créer d'un côté. Puis si tu me permets de changer de vitesse un petit peu, mais tu sais, là, on parlait de l'évolution de la médecine. Comment est-ce que tu vois l'évolution de la formation des médecins du sport? Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être prioriser davantage dans la formation des médecins du sport? C'est une question, je te dirais, intéressante parce que la médecine du sport euh, évolue et change. L'arrivée par exemple, de l'échographie pour le diagnostic ou le soutien au diagnostic des blessures musculo-squelettiques est très, très attirant pour nos jeunes médecins. Donc, pour moi, le défi, ça va être de continuer à faire comprendre aux médecins qu'être médecin du sport, c'est pas juste être un médecin du musculo-squelettique. OK, Mais qu'est-ce que que tu veux dire par là? ben, et c'est sûr que c'est ma vision, biaisée fortement par mon C'est ça qu'on veut parcours. savoir. Je te dirais, moi, j'ai toujours dit, je suis un médecin de famille, de formation, de base. La différence entre quand je faisais de la médecine familiale et la médecine du sport, pour moi, c'est que quand je faisais de la médecine familiale, je traitais de 0 à 98 ans. Puis en médecine du sport, surtout chez les athlètes de haut niveau, ma moyenne d'âge est de 16 à 30 ans. Mes vieux athlètes, là, sont début trentaine. Euh, mais c'était la même chose. Je ne traitais pas d'insuffisance cardiaque avec mes athlètes du sport, mais je Ouais. dirais des problèmes de santé mentale, on a à les gérer, des problèmes de dermatologie, on en a à gérer, des problèmes d'ITSS, on en a de contraception. Je dirais, les problématiques que je gérais quand j'étais médecin de famille, j'avais à les gérer, c'est juste un groupe d'âge différent. Ouais. Certaines problématiques n'existaient pas parce que c'est des problématiques de personnes âgées. Actuellement, l'attrait pour l'échographie qui est importante et qui aide encore là à affiner notre diagnostic, euh, mais c'est bon pour le musculo-squelettique. Donc, c'est bon pour toutes les blessures articulaires, musculaires, etc. Mais être médecin du sport, ce n'est pas que de traiter du musculo-squelettique. Et quand tu vas au jeu, je traite, j'oserais presque, en tout cas, plus de 50% des problèmes que je vais voir, c'est des problèmes non musculo-squelettiques. C'est les rhumes, c'est les gastro, c'est une blessure à la peau, c'est des choses qui peuvent avoir l'air banales, mais je donne toujours le même exemple. Un plongeur qui est congestionné le matin de sa compétition, ça va pas bien. Ben oui. J'ai pas de miracle, mais je peux t'assurer qu'on travaille, OK, c'est quoi la médication qu'on peut utiliser, qui est légale, qui va l'aider à plonger, puis qui va au moins le faire débloquer pendant 30 15 minutes minutes. qu'il faut qu'il fasse ses 5 plongeons. Là, Ouais. donc, c'est banal. Monsieur, madame, tout le monde, on va dire, ben, prenez des Tylenol, hydratez-vous, ça va banaler. Mais eux, j'ai 15 minutes pour intervenir. Uh-huh. Donc, pour moi, le défi de la médecine du sport actuellement, c'est de bien faire comprendre que tout dépendamment du parcours que tu vas suivre, mais si tu veux être un médecin du sport auprès d'équipes, tu dois continuer à garder tes compétences dans tous les champs et non pas uniquement dans le musculo-squelettique. Super intéressant comme réponse. Puis d'ailleurs, là, ça fait déjà un petit bout qu'on se parle. J'ai encore peut-être 3 questions éclairs puis 3 questions précises que je veux absolument te poser, si tu me le permets. On peut aller plus en format rapid fire ou questions éclairs. Là. Je devrais juste dire la prononciation francophone. La première, ça fait 3 fois que j'y pense, puis là, je me dis, il faut absolument que je pose la question. À quel point est-ce qu'il faut connaître le sport? Tu donnais l'exemple de plongeon. Ben là, on sait, avec ce que tu viens de dire, moi, je pensais que c'était peut-être 15 minutes, mais c'est une fenêtre de 40 minutes que la personne faut qu'elle soit capable de fonctionner. Comme, à quel point il faut connaître le sport en tant que médecin pour être capable d'offrir un bon encadrement à l'athlète?
Ben, je te dirais, on n'a pas à, tu sais, on n'est pas, je suis pas un entraîneur. J'ai pas à connaître, j'ai toujours dit, moi, je peux pas faire un plan d'entraînement à quelqu'un. Mais il faut apprendre à connaître c'est quoi les contraintes, c'est quoi les exigences. Tu sais, des fois, j'aime bien utiliser la comparaison. Quand tu t'occupes du hockey, la saison est longue. Tu dis à un athlète de hockey, t'es out pour un mois, à moins que ce soit dans les playoffs, c'est so what, il me reste assez de temps, je vais revenir. Tu dis à un joueur de football, surtout football universitaire, la saison, c'est 8 semaines. Si tu lui dis qu'il est out pour un mois, ben, tu viens ou bien de l'enlever pour le reste de la saison si ça fait déjà 2, 3 semaines qu'il joue. Alors, l'annonce de cette nouvelle-là, elle est catastrophique pour le joueur de football. Elle est plate pour le joueur de hockey, tout dépendamment encore là où on est dans la saison, mais il n'y a peut-être pas le même impact. Mais il faut s'intéresser au sport, comprendre c'est quoi les exigences, comprendre c'est quoi. J'ai toujours dit, moi j'ai besoin du calendrier de l'année pour être capable de, quand je vois l'athlète, être capable de mesurer, OK, tu as une compétition importante ou tu as une qualif olympique dans 3 semaines. OK, on est coincé. Ou on est en début de saison, puis vous êtes dans la partie, on remet tout en branle. J'ai du temps pour agir. Donc, il faut bien, je dirais, connaître le calendrier, connaître les exigences du sport, apprendre, oui, certaines spécificités, puis je dirais du côté médical, pour moi, c'est connaître c'est quoi les blessures les plus importantes. Parce que c'est là que je vais m'intéresser et toujours voir, OK, y a-t-il moyen qu'on diminue ça? Y a-t-il des choses qu'on peut intervenir? Je peux pas empêcher les gens en ski de se déchirer les croisés, mais il y a des programmes de prévention qu'on sait qu'on peut aider les athlètes à avoir une meilleure musculature, un meilleur recrutement, une meilleure proprioception qui peut avoir un impact. Mais un trauma reste un trauma, ça, je ne peux pas le prévenir. Puis ce que j'entends aussi, puis moi je vais relater un petit peu à ça, à travailler à une certaine époque, là, c'est plus le cas en ce moment, mais tu sais, à une époque, j'avais comme 20 à 25 coachs en même temps de différents sports avec lesquels je travaillais sur une base régulière. Puis moi, ce que je trouve qui est un enjeu, puis je pense que ça résonne avec ce que tu viens de dire, c'est de connaître les différents cycles des sports. Tu sais. Fait que si par exemple, je vais donner des sports X là, qui sont pas des sports avec lesquels je travaille, mais tu as le badminton d'un côté, puis tu auras peut-être on va dire le cricket en Australie de l'autre côté, ben tu sais, c'est peut-être pas le même calendrier, puis si tu annonces une nouvelle en janvier, puis tu annonces une nouvelle en mars, c'est pas le même impact pour les deux sports. Puis ça devient quand même difficile parce que, un, on a notre vie professionnelle à nous, puis deux, tu as comme ces 23 calendriers-là qui se chevauchent en même temps, puis qui sont des fois diamétralement opposés. Puis ça, je pense que c'est quand même important à garder en considération. Puis si on s'attarde, tout à l'heure, on parlait beaucoup de la récupération, puis on parlait pas de la récupération, mais on parlait de la durabilité des athlètes. Pour moi, ça veut aussi dire récupération, le soutien qu'on amène aux athlètes. Il y a un de mes collègues en médecine du sport qui pratique dans la région d'Ottawa qui me parlait un peu de 2 questions principales. Selon ton expertise et tes connaissances, c'est comme c'est quoi ton avis sur la place de l'utilisation des moniteurs de fréquence cardiaque au repos et de la variabilité de la fréquence cardiaque pour informer la récupération? C'est un domaine qui est beaucoup étudié actuellement. Il y a vraiment beaucoup d'articles sur la place de la variabilité cardiaque, son impact. C'est quelque chose qu'on étudie au niveau de la commotion cérébrale. Si je donne l'exemple de la commotion, parce que c'est là que j'ai plus travaillé pour l'analyser, tout ça. La variabilité de la fréquence cardiaque, tout dépendamment des données qu'on regarde, peut nous donner un indice aussi de quel est l'état du système nerveux autonome, donc notre fameux système sympathique-parasympathique qui gère à peu près tout. Et on se rend compte qu'il peut y avoir un débalancement à ce niveau-là qui peut influencer comment on va gérer le retour. Et on se rend compte dans une étude qui a été publiée pas si longtemps, il y a un questionnement à savoir certains dérèglements qu'on constatait au niveau de la commotion, mais il y a des choses très semblables au niveau du surentraînement. Et on sait que le surentraînement, il y a une gradation là-dedans. Tu ne tombes pas surentraîné du jour au lendemain. L'utilisation et la compréhension de la variabilité de la fréquence cardiaque peut peut-être nous aider à agir en amont. Donc, à
intervenir plus rapidement chez un athlète, ce serait quoi pour, je dirais, prescrire du repos, mais gérer du repos, ou gérer un moment de récupération de façon plus adéquate qui peut peut-être nous emmener à éviter d'avoir un athlète. Alors, je te dirais, c'est vraiment un domaine, encore le fascinant, mais je suis biaisée en lien avec la médecine du sport, mais je te dirais, c'est vraiment un domaine qu'on apprend de plus en plus à utiliser. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est quelque chose qui nous aide. C'est des chiffres qui nous aident à expliquer à l'athlète, et là, il peut voir une différence. Et c'est toujours la même chose, les athlètes. S'ils comprennent, ils sont participatifs. Même chose avec les entraîneurs. S'ils comprennent, s'ils voient des chiffres, s'ils voient des choses, ben, ils vont être beaucoup plus collaboratifs pour dire « OK, ben là, c'est vrai, ce que tu dis, là, c'est vrai que là, quand il était là, ça va super bien, mais quand il va là, ça va pas super bien. » Donc, et c'est là qu'ils vont nous emmener des questions, tu sais, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire pour qu'il reste là? Moi, je veux qu'il soit toujours là, mais bon, c'est pas stable, la vie, mais... Donc, je te dirais, c'est vraiment... Je pense que les années futures vont nous donner encore plus d'informations et plus d'utilité de cette mesure-là. Super intéressant. Comme pour moi, c'est un point d'information. Selon ce que je comprends, c'est un point d'information qu'on peut utiliser pour réagir un peu plus rapidement. Oui. Deuxième élément, un peu dans le même sens. Puis là, moi, je suis curieux parce que j'avais jamais entendu parler de ça, que ça peut avoir un impact avant même que mon collègue / très bon ami me pose la question. La valeur de la créatine pour la prévention des commotions cérébrales et ou la performance cognitive. C'est quoi ton avis là-dessus? Qu'est-ce que tu sais à propos de ça? Ben, je te dirais, la littérature, elle est pas encore claire. Le dernier consensus d'Amsterdam a évalué un peu tous ces éléments-là, que ce soit créatine, oméga 3, parce qu'il y a quelques suppléments qui circulent. Si je suis basée sur la littérature je veux dire, on n'a pas encore d'évidence vraiment de leur impact positif et exactement où ça fonctionne puis pourquoi ça pourrait fonctionner. Donc, je te dirais, c'est intéressant. Moi, pour le moment, ça ne fait pas partie de ma pratique quotidienne parce que j'ai besoin d'un peu plus d'évidence pour me dire, OK, je le prescris d'emblée. Il y a une étude au niveau de Vancouver qui a été faite qui semble dire que oui, il pourrait avoir un impact positif. On s'entend, c'est pas une solution miracle non plus, là. Ça ne te fera pas revenir 2 semaines plus tôt au jeu, là. Mais comme j'ai dit, au niveau littérature, sur la base d'études sérieuses ou fiables, on pose la question. Donc, la conclusion, c'est on a encore besoin de plus d'études pour mieux comprendre. Qu'est-ce que ça fait? Puis est-ce qu'effectivement, ça change? Ça, c'est intéressant. Fait que si je comprends, c'est comme... Ça semble dire que ça pourrait peut-être aider, mais on ne peut pas le dire hors de tout doute en ce moment. Puis, mais ce qui est quand même intéressant de ce volet-là, pour connaître plus le volet comme la contribution que ça peut avoir au système énergétique et ou à la performance, c'est qu'on sait aussi qu'il y a très peu d'effets secondaires qui viennent avec la créatine. Fait que ça, c'est quand même encourageant pour les gens, mais ça nous prend plus de données pour pouvoir dire que ça peut avoir un effet préventif sur la commotion cérébrale et ou la performance, selon ce que tu viens de nous dire. Je te dirais, pour moi, le plus gros défi de la créatine, c'est la qualité du supplément. Parce que c'est pas rare que les suppléments de créatine peuvent être contaminés par des substances qui pourraient être de nature dopante. Donc, le défi, pour moi, c'est nos athlètes avec qui on pourrait prescrire de la créatine dans d'autres contextes, ben nous, on va exiger que ce soit des lots vérifiés, qui ont été certifiés, qu'il n'y avait aucun contaminant, parce qu'il y a des cas de dopage pour des athlètes qui prenaient de la créatine, mais qui malheureusement avaient été contaminés. Il y a trop de danger pour la carrière de l'athlète à ce niveau-là. Avant-dernière question éclair. J'irai justement plus du côté des commotions cérébrales. Vous avez récemment publié le Reform Synthesis of the Sixth International Consensus Statement on Concussion in Sport, que j'ai pris le temps de lire. Là, demande-moi pas de citer chacune des phrases de cette lecture-là. Mais dans le fond, il semble avoir une simplification des phases de retour au sport, une clarification de la définition, puis une simplification des phases de retour au sport entre la phase de traitement puis la phase de réhabilitation.
comme pourquoi est-ce que c'était nécessaire de obtenir une définition qui est unifiée puis opérationnelle, puis de simplifier un peu le retour? Bien, au niveau de la définition, le défi a toujours été la différence entre les traumas crâniens et la commotion cérébrale. Il y a toujours eu un débat à savoir une commotion, c'est pas un trauma crânien. De plus en plus, la littérature est de plus en plus, je dirais, les recherches qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe dans la commotion cérébrale reliée au sport nous dit non, c'est un traumatisme crânien, pas modéré ou sévère, mais un traumatisme crânien léger avec des impacts spécifiques. Donc, l'importance de je dirais, ce qui a été discuté au niveau du dernier consensus, c'est 2 volets. Un, d'avoir une définition qui rejoint tout le monde, qui fait que dans la littérature, on pourra plus facilement comparer les études. Parce que tout le monde utilisera la même définition, parce que c'était de base un défi. 2, il y a la nouvelle définition qui est en train d'être menée par le Congrès américain, que j'oublie le nom, Brain quelque chose, qui est plus une opération qu'on dit fonctionnelle. Parce que la définition théorique, scientifique, va pas nécessairement parler beaucoup aux gens, et dans la clinique, ne te permet pas tant que ça d'avoir des critères diagnostiques précis. Donc, ce qu'ils sont en train de travailler, c'est d'animer pour tous les traumatismes crâniens une définition de, bon, si tu as eu un traumatisme, critère 1, un traumatisme, critère 2, certains symptômes clés, critère 3, investigation positive, ça s'en va là, négative, ça s'en va là. Donc, l'utilité, le besoin de ça, c'est vraiment, au volet recherche, d'enfin avoir une définition uniforme, puis 2, au volet clinique. Si on parle des étapes de retour au sport, je te dirais la plus grande précision, c'est le repos de 48 heures. Si on remonte à 2001, quand on a commencé à parler des commotions un peu plus, c'était repos complet jusqu'à disparition des symptômes. Maintenant, on a suffisamment d'études et suffisamment d'évidence pour dire un repos prolongé peut être plus délétère que bénéfique. Et j'aime bien utiliser la comparaison de quand moi j'ai gradué, quelqu'un qui était opéré pour une hanche était hospitalisé 1 semaine couché dans son lit. Aujourd'hui, quelqu'un qui est opéré pour une hanche fait de la mise en charge dans la journée de sa chirurgie. Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte, plus on active les muscles rapidement, meilleure est la guérison. Et maintenant, on a assez d'évidence au niveau de commotion que plus tôt on restimule, en respect des symptômes qui sont là, le cerveau, meilleure sera la guérison. Donc ça a été un élément très, très important. Donc, le premier 48 heures de repos est essentiel, mais rapidement, on veut remettre les gens en action. Pas au sport, pas à l'entraînement. Donc, ta phase, c'est la première phase, elle est beaucoup de restimuler progressivement le cerveau, le système, de les mettre en action. Et on a aussi distingué qu'on doit avoir un retour cognitif à 100% avant de tomber dans l'intensité au niveau du sport. Donc, les dernières phases, 4, 5, 6, qui sont beaucoup plus spécifiques au sport et où l'intensité, la demande, je dirais cardiaque, elle est plus importante, doit être faite une fois que le cerveau a bien récupéré au niveau cognitif. Ça va être intéressant, je pense, à entendre. Puis en fait, c'est important que je pense que les entraîneurs l'entendent parce que dans les sports que moi je travaille avec lesquels un peu plus, mettons, je veux dire hockey, football, rugby, et tout ça, il y a une certaine intensité qui vient avec ces sports-là. Et puis, dès qu'un athlète revient, c'est comme boum, on veut le rentrer dans l'intensité. Mais aussi, quand moi je parle d'intensité dans la planification de l'entraînement avec les entraîneurs, tu sais, faut pas oublier que dans l'intensité, tu as l'intensité physique, mais tu as l'intensité mentale. Ou est-ce que, tu sais, si on arrive puis tu as 3 types d'échecs avant que tu peux employer, puis tu vas les utiliser selon différentes périodes au hockey, par exemple, ben, tu sais, il y a quand même une intensité mentale qui demande une certaine éveil psychologique, là, cognitif. Puis je pense que ça, il ne faut pas sous-estimer à quel point que ça peut être affecté par la commotion cérébrale que tu as eue. Donc, de parler de ça, justement, de dire retour cognitif, là, si je peux le formuler comme ça. Ensuite de ça, on embarque dans l'intensité. Ben, je pense que c'est important que tout le monde qui est impliqué dans le sport, particulièrement les sports où est-ce qu'il y a une grosse charge tactique, c'est important de le savoir. Puis je suis pas en train de dire que les sports plus technico-artistiques ou comme la natation n'ont pas de charge mentale, mais il y en a une, mais elle est différente au niveau justement tactique. Puis ça, c'est important de le prendre en considération. Bien, je te dirais, ça touche beaucoup, beaucoup de sports, là. La charge
cognitive, l'analyse visuelle est importante dans plusieurs des sports parce que un dépassement en patin de courte piste, une acrobatie en natation artistique, en patin artistique, au football, d'être capable de lire le jeu parce que tu as plein de stimuli, là. Faut que, bon, tu connais tes jeux, mais il faut que tu sois capable d'aller les chercher. Ta gymnastique mentale, ta rythmique mentale, elle doit être présente, là. T'as quelques secondes de réaction. Oui, tout à fait. Puis ça me fait penser, tu as dit la gymnastique mentale, mais ça me fait penser à la gymnastique, tu sais, toute la coordination sensoromotrice là, que ça prend là, pour être capable d'atterrir sur une poutre, là, comme j'ai jamais osé essayer. Je pense pas que je vais l'essayer une fois dans ma vie, mais tu sais, juste ça demande quand même certaines charges cognitives. Dernière question, Suzanne. Merci beaucoup de ton temps et de ta sagesse. C'est vraiment riche. Question plus légère, parce que c'est le fun de voir un peu, de connaître la personnalité des gens. Si tu veux retourner en arrière puis te donner un conseil à toi-même quand tu avais 22 ans, fait qu'on retourne peut-être début des années 2000, fin des années 90, comme ça serait quoi le conseil que tu te donnerais? C'est fou, je pense que je referais la même chose. OK. Ben, je pense que le plus grand conseil, c'est pour travailler dans le milieu du sport, il faut avoir une certaine passion. Probablement que ça paraît dans ce que je dis. Mais c'est de s'impliquer rapidement à tous les niveaux, je dirais. Et pour avoir fait au tout début des sports locaux, j'étais au Lac-Saint-Jean, je couvrais des triathlons, des courses. T'apprends beaucoup là. Donc, de s'impliquer rapidement et de pas uniquement viser le haut niveau. Pour moi, le haut niveau, c'est le bonus qui t'amène là et c'est un concours de circonstances, mais de vraiment s'impliquer auprès des gens, de prendre le temps de connaître les compétitions et souvent, c'est ça qui va t'emmener ailleurs. Donc, si j'avais un conseil, c'est pour ça que je dis, un peu ce que j'ai fait, mais je dirais, c'est vraiment... Soyez près des gens de votre milieu. Impliquez-vous d'abord et avant tout dans votre milieu. Et après ça, restez ouvert aux opportunités. Puis ça me parle tellement. Tu sais, des fois, t'en vas dans des discussions avec des gens qui veulent changer la province, changer le pays, changer le monde, tu sais. Puis moi, je leur dis tout le temps, OK, mais t'es-tu capable de changer ton voisinage? Puis voulant dire que comme, implique-toi chez vous, implique-toi dans ta communauté, dans ton école, dans ton milieu. Puis si t'es capable de changer ça, après ça, tu commenceras à voir si tu peux avoir un impact au plus haut niveau. Puis moi, je retourne un peu à ça nécessairement en ce moment. En fait, je me permets une dernière question, puis là, c'est vrai que c'est la dernière. Il y a un de mes collègues qui m'a demandé, comme, OK, mais tu as réussi à percer puis devenir chef de la délégation canadienne, comme médecin francophone. Comme, qu'est-ce qui a fait que tu étais capable de percer justement comme médecin francophone? Parce que c'est pas toujours facile quand notre première langue, c'est pas la langue qui est la parlée plus couramment à travers le pays. C'est un peu ce que j'ai dit. C'est je pense, un ensemble de circonstances. J'aime toujours dire ma première implication avec les équipes nationales, c'est un hasard. J'étais médecin à McGill, je m'occupais du hockey des Redmen à McGill. Et une collègue avec qui on avait préparé pour l'examen canadien de médecine du sport travaillait avec l'équipe nationale de hockey féminin. Devait faire un voyage, je ne pouvais pas y aller. M'a appelé en disant, tu connais le hockey, tu peux-tu y aller? Donc, hasard. J'ai commencé là. Ça a bien été. Donc, je les ai accompagnés aux Jeux olympiques de 2002. Aux Jeux olympiques de 2002, j'ai aidé le collègue qui était au patin de courte piste, parce qu'il y a des athlètes avec des problèmes féminins, lui était un homme, alors j'ai été impliquée quand lui a dû partir pour aller faire une formation à l'étranger, il m'a demandé de le remplacer. Je suis devenue avec le patin courte piste, j'ai été avec eux pendant 18 ans. À travers ça, j'ai collaboré avec différents sports, été impliquée. Mais bon, j'ai été aussi impliquée au niveau de l'Association québécoise des médecins du sport, au niveau du Conseil des médecins du sport. J'ai été collaboratrice au Centre national multisport avant que ça devienne l'Institut du sport. Donc, encore là, je pense que ça a été de fil en aiguille, de m'impliquer, de saisir les opportunités. Mais je pense que plus que tout, je croyais à la médecine du sport. C'était important pour moi qu'au Québec, on ait une médecine du sport forte. Et je dirais, j'ai fait avec mes collègues anglophones.
Ou ils ont fait avec moi. C'est peut-être l'inverse. On les invitera pour le savoir. Et je te dirais, tu sais, comment tu arrives au jeu, ben c'est ça, une implication à plusieurs niveaux, près de plusieurs équipes au niveau national, de faire plusieurs grands jeux quand même. Paris n'était pas mes premiers jeux. Qui fait que ben, les gens voient comment tu travailles, voient comment tu collabores, voient comment tu t'intègres et ben, ils ont le goût de demander encore parce que j'imagine que c'était pas si pire de travailler avec moi. Ce que j'entends, c'est une implication organique. Puis j'hésitais dans ma tête, là, mais comme une vision. J'ai juste le mot transcendante, là, mais c'est un peu trop académique. Là, mais tu sais, une vision qui va au-delà de ton individu. Là, tu sais, c'est comme un peu ça que je vois. Mais super. Merci beaucoup, Suzanne, de ton temps. Merci beaucoup de nous partager ta sagesse. Je te laisse le mot de la fin. Puis si les gens ont des questions, est-ce qu'on sur les travaux que vous faites, est-ce qu'on l'envoie à l'INS? Est-ce qu'on s'envoie à toi directement? Comme je laisse le mot de la fin, puis peut-être dire, si les gens ont des questions, où est-ce qu'ils peuvent vous rejoindre, peut-être soit toi ou le département médical? Merci beaucoup de cette invitation-là. Ça a été très intéressant. J'espère que les gens sauront en retirer quelque chose. Oui, pour la suite, effectivement, c'est d'envoyer à l'Institut et quand c'est pas... on trouve toujours la personne qui va avoir la réponse à la question parce que c'est très vague et général des fois. Là, la médecine du sport, ça va dans tous les sens. Tout à fait. Et c'est là, je me répète, mais c'est là pour moi, l'important, c'est la beauté de la médecine du sport, c'est la collaboration interdisciplinaire. Alors, je pense que c'est par ça qu'on va développer et c'est par ça que ça devient de mieux en mieux pour l'entourage de nos athlètes parce que le cœur de tout ça, ça reste nos athlètes. Tout à fait. C'est pour ça qu'on est là. Suzanne, merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir écouté cette conversation-là. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Temps d'arrêt. Merci d'avoir été à l'écoute de ma conversation avec notre invité aujourd'hui lors de Temps d'arrêt. Et j'ai 2 petits messages pour toi avant que tu quittes. 1, je tiens à remercier l'Université du Québec en Outaouais pour rendre tout ça possible. Deuxièmement, à tous les auditrices et les auditeurs, j'ai un petit rappel avant votre prochaine pratique ou votre prochain projet. Est-ce que vous voudriez recevoir une fois par mois une petite réflexion de ma part par courriel qui inclut les épisodes de Temps d'arrêt ainsi que quelques petits trucs et astuces pour le coaching en partant de la science du sport? Est-ce que tu aimes ça? Challenger tes idées. Bien, si oui, je t'invite à t'inscrire à l'infolettre de Temps d'arrêt avec Coach Frank, dans laquelle je vais te partager les derniers épisodes de la balado, les dernières idées que j'ai explorées dans ma recherche et les dernières actualités qui sont pertinentes en lien avec le coaching. Je résume tout ça dans un petit courriel qui va arriver dans ta boîte une fois par mois. Puis si tu veux recevoir ça, visite le site coachfrankphd.com dans un mot ou un de nos médias sociaux et ça va me faire plaisir de t'envoyer ça. Le but, c'est de vous aider et de vous challenger dans vos idées. Autrement, je te dis merci d'être avec moi dans l'aventure de Temps d'arrêt et je te dis à la prochaine.